Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. C'est notre grand rendez-vous des joutes verbales francophones, rendez-vous au cours duquel vous avez bien sûr ce qui vous amène ici. Vous êtes servi en matière d'art oratoire, de débat structuré et d'éloquence, bien sûr, tout ceci autour d'un concours à la chasse du grand orateur du Togo pour cette saison 3 télévisée et 9e édition. Parlons du concours proprement dit. Je suis Blandine Bédomé et toujours le même plaisir de vous avoir. Pour ce numéro, les joutes verbales francophones déménagent. Oui, nous allons à 3 heures de Lomé, dans le pays voisin, le Bénin bien entendu, dans la belle ville de Cotonou, pour une visite avec les finalistes de cette saison 3. Visite pour changer un peu avant la grande finale qui s'annonce à grands pas. Bien entendu, on y va donc revoir en images la sortie des différents candidats finalistes des JVF, l'édition 3 et voir ce qu'ils ont pu découvrir, faire la découverte également avec eux courant ce séjour à Cotonou au Bénin. Et c'est la place la plus sacrée du temple. Aujourd'hui, c'est jour du marché, c'est pourquoi ce rideau-là est ouvert. Sinon, habituellement, elle est fermée. On l'ouvre seulement tous les 5 jours francs. Ramener le marché des esclaves ici et maîtriser sa population, ramener les hommes, les femmes, les enfants chez lui à Bomé. Il va les garder dans son palais pendant 4 à 5 jours. Pour quelle raison? C'est pour pouvoir les donner des travail à faire, pour que ces hommes, ces femmes pouvant travailler. Et ça va permettre au roi d'avoir des bras valides après pour pouvoir faire des tirages au sort, pour les envoyer vers le marché et les vendre. Maintenant, le départ des esclaves depuis Abomey vers Ouida, les esclaves doivent parcourir un chemin de 120 km à pied. D'Abomey, ils arrivent à Boycon. Boycon, aujourd'hui, c'est un ville du Bénin. De Boycon, ils arrivent à Alada. Alada aussi, c'est un ville du Bénin. Et d'Alada, maintenant, ils se dirigent directement vers l'ancienne capitale du royaume de Kouéda, qui est devenu aujourd'hui un village qui se trouve à 7 km du centre de Ouida. Ce village s'appelait à l'époque Sahé. C'est les Français qui n'arrivaient pas à prononcer le mot Sahé, ils ont traduit ça Sag. Donc nous avons le village de Savé qui existe jusqu'à présent aujourd'hui à Ouida. Alors que cette partie était l'ancienne capitale du royaume de Kouéda à l'époque.
Et c'était à l'intérieur de cette capitale se trouvait la toute première douane des esclaves. Ça veut dire que tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, mais qui ne sont pas considérés comme des personnes, ni chez le roi, ni chez les Blancs, qui ont appelé des marchandises, c'est-à-dire des objets qui n'ont aucune valeur, une fois qu'on les amène vers la douane, chaque dirigeant de chaque fort vont se déplacer pour aller récupérer les esclaves au niveau de la douane et les conduire dans le centre-ville pour pouvoir les stocker au niveau de chaque fort. Cette place avait porté un sous-nom que nous appelons la place Tchatcha. Alors le nom Tchatcha, c'était un sous-nom qu'on avait donné à un monsieur qui n'est pas un Africain, qui est un étranger d'origine brésilienne. Il a pour nom Francisco de Souza. Cet homme a été débarqué en Afrique sur l'ordre des Portugais. C'est les Portugais qui l'ont choisi, qui l'a envoyé en Afrique de venir travailler pour eux en Afrique. Donc il a démarré son travail sur la terre du royaume de Dahomey, précisément à Ouida, au niveau du fort portugais de Ouida. Et lorsqu'il était au fort portugais, les Africains l'avaient donné comme premier surnom africain Yovo Gan. Yovo qui veut dire blanc, Gan qui veut dire le chef des blancs. Parce que c'est le fort portugais qui a été conçu pour la première fois à Ouida, avant les autres. Tout que vous voyez là, c'est l'arbre authentique qui date plus de 450 ans, qui a été planté par le roi Agadia en 1727 et qui a été réservé spécialement pour les esclaves qui étaient en bon état, qu'on doit faire sortir de la case de Zomaï pour les conduire vers le bateau. C'est eux qu'on doit ramener ici pour les faire tourner autour de l'arbre, les hommes 3 fois, les femmes aussi 3 fois. Mais pour les amener auprès de l'arbre, les esclaves ne venaient jamais dans la journée, mais ils arrivaient dans la nuit. Pourquoi? 2 semaines enfermés dans un endroit où il n'y a pas la lumière, si on les fait sortir, ils risquent de perdre les yeux. Donc on les amène la nuit. Alors lorsqu'on entend parler de la porte Nord-Retour, il s'agit de ce monument qui est en face de nous, qui a été conçu à Ouida ici le 30 novembre 1995. Et si nous regardons des 2 côtés du monument, nous allons voir des statues en bronze qui nous expliquent un peu comment l'esclavage était déroulé chez nous. Donc, dans la première saison du côté gauche, on n'avait vendu que des hommes qui sont des capturés de guerre. Du côté droite, la deuxième saison dans laquelle on a vendu des femmes et des enfants. Donc, les femmes ont mis la main droite sur la tête en train de poser des questions. Où est-ce qu'on m'amène? Où est-ce que je vais? La main gauche sur la tête d'un bébé. Comme nous-mêmes, les personnes adultes, on ne sait pas là où on veut nous amener, ce qu'on veut devenir, quel serait le cas de nos enfants. Si nous regardons en haut du monument, vous allez voir les esclaves enchaînés les uns derrière les autres. Au milieu, le grand bateau qui venait les chercher pour les amener en Amérique, en Haïti, en Brésil et en Martinique. Et si nous laissons la porte Nord-Retour, que nous venons à la réalité de notre visite. Tout à l'heure, avant de venir ici, au niveau du village, je vous ai parlé du lac. C'est le lac que nous venons de traverser. Ça veut dire que si on doit garder quelque chose normalement dans l'histoire comme la vraie porte Nord-Retour, selon moi, c'est le lac. Parce que la peur de leur faire croire que le lac était profond, en sachant que le lac n'est pas du tout profond, c'est la porte Nord-Retour selon moi. Parce qu'une fois qu'ils arrivent à franchir le lac, ils arrivent ici, c'est fini pour eux, il n'y avait plus rien du tout. Il n'y a même pas un monument ici qu'on appelait la porte Nord-Retour qu'ils pouvaient traverser. C'était également le moment de prendre l'avis des finalistes sur leur parcours pour cette saison 3 des Joutes verbales francophones, leur ressenti et toutes les questions auxquelles vous ne pensez même pas. On est donc allé dans leur tête
pour savoir ce qu'ils pensaient. Et merci à eux parce qu'ils nous le rendent ici en vidéo et en son, qu'on partage avec vous pour savoir un peu l'impression des différents finalistes, une bonne partie des finalistes sur cette aventure des joutes verbales francophones. Regardez plutôt. JVF. En tout cas, pour moi, JVF, c'est un truc de malade. Je ne connaissais pas JVF avant 2023. J'ai découvert l'année dernière, en 2023, à cause d'un ami qui a participé et qui m'a envoyé un lien pour que je puisse voter pour lui. Donc, je suis allé par la suite sur YouTube où j'ai regardé cette vidéo. Et cette année 2024, quand l'année a commencé, je me suis dit, Moïse, tu sais, cette année, toutes les opportunités que tu auras, vas-y, lance-toi. Et parce que j'ai consulté les vidéos de JVF cette année, quand ils ont lancé la 9e édition, en fait, je n'ai même pas calculé. Je suis allé direct, je me suis inscrit. Et franchement, j'adore cette aventure. En tant qu'orateur depuis la classe de seconde, j'ai eu la chance de rencontrer Nigiab et le promoteur des joutes verbales francophones au Burkina Faso lors d'une compétition d'art oratoire, bien sûr, dans mon pays d'origine. Alors, lorsque j'ai eu la chance de venir continuer mes études supérieures au Togo, je me suis dit, pourquoi ne pas participer à cette compétition-là qui a fait de Nigiab ce qu'elle est aujourd'hui? Alors, pourquoi pas? Et donc, c'est dans ce sens que je me suis présenté avec l'appui d'une très grande amie, Amégan Deborah, qui m'a invité, bien sûr, à participer à la compétition en me donnant toutes les informations nécessaires. Les JVF, c'était d'abord pour me tester. Lors de la compétition, les mots vifs, j'étais là avec la coach Marthe et elle avait été un juge pour ce concours-là. Et à la fin, elle nous avait rassemblés pour nous dire que oui, la 9e édition des JVF, c'est pour bientôt. Donc, elle espère vivement qu'on va participer. Mais là, elle nous disait qu'elle n'était pas sûre d'être coach ou juge, donc, mais quand même de participer. Donc, c'était un moyen pour moi de mettre mes compétences à l'épreuve, de voir si réellement je peux. Pourquoi? Parce que depuis un peu plus de 2 ans, je fais partie d'une association de prise de parole en public. Du coup, parler devant des gens, ce n'était pas compliqué pour moi. Mais là où j'ai commencé à avoir une appréhension, c'est quand nous avons commencé les formations. Les toutes premières phases de formation, quand j'ai découvert les candidats qui auraient dit ça vraiment, il va falloir vraiment relever le niveau, sinon ce ne serait pas facile. Oui, j'avais des appréhensions parce que pour moi, les JVF, c'est le high level. C'est-à-dire, c'est le top des tops, la plus grande compétition d'art oratoire au Togo. Et je me disais même que peut-être j'allais commencer par le CAOF et l'année prochaine, maintenant, venir faire les JVF. Mais par la force des choses, comme je le disais, la coach nous a convaincus de venir. Et là, je me suis inscrite. Et lorsque j'ai testé, je vous jure que oui, c'est vraiment le high level. Je vous ai tantôt parlé de ma rencontre avec le promoteur des joutes verbales francophones au Burkina Faso. Eh bien, lors de cette rencontre, le Togo affrontait le Burkina Faso lors d'un match amical d'art oratoire. Et l'équipe du Burkina Faso, constituée de mes mentors, se sont fait battre. Alors, cette équipe du Togo était représentée par des jeunes lauréats des joutes verbales francophones. Alors, pour moi, les JVF devrait être une compétition vraiment exceptionnelle. Et mon appréhension s'est avérée. Les candidats que j'ai découverts là-bas, c'est des génies de l'art oratoire, si je peux le dire ici. Des cracks. Moi, comme je le disais tantôt, les phases préliminaires, c'est là où j'ai eu le plus d'appréhension. Pourquoi? Parce que c'est vrai, une chose est de prendre la parole en public, mais on n'a pas toujours tous les réflexes au même moment. Surtout en termes de rhétorique, en termes d'improvisation. Quand tu découvres des candidats qui sont déjà performants dans ça, moi, j'ai compris qu'en fait, c'était même pour ça que je suis venu au JVF, en fait. Parce que si je suis venu, il y avait certains acquis que j'avais. Mais ce que je voulais développer le plus maintenant, c'était la répartie. Et franchement, je pense que depuis que cette aventure a commencé, surtout au niveau des préliminaires, j'ai vraiment beaucoup progressé à ce niveau. Les phases préliminaires m'ont permis de découvrir, entre autres, les candidats. Des candidats vraiment exceptionnels. Mais je dois dire que durant cette phase, quand même,
je n'avais pas encore pris la compétition très au sérieux. Et je l'ai appris à mes dépens, car, car vraiment, les candidats à côté, ils étaient exceptionnels. Et j'ai failli me faire éliminer par rapport à cela. Mais plus tard, j'ai compris que cette compétition est une compétition vraiment essentielle et que je dois m'y mettre si je veux parvenir à faire quelque chose de cette compétition. Les phases préliminaires arrogantes. Bon, au fait, j'ai beaucoup aimé. Je m'étais préparée en conséquence, mais ce que je n'ai pas aimé dans les phases préliminaires, c'est que lorsqu'on est arrivé, être les derniers candidats, c'est vraiment un peu essoufflant. C'est-à-dire, tu es assis, tu vois tous les autres passer, tu es assis, tu les contemples. À un moment, tu oublies même ton test. Et à un moment, le public même n'est plus trop dans la salle comme ça. Donc, je me disais que oui, bon, j'y vais et puis j'y vais. Ce qui n'a qu'à, comme on le dit souvent. Bon, je suis allée, ça s'est très bien passé. Vers la fin, j'oubliais un peu mon test, mais je le savais, donc ça s'est très bien passé. En tout cas, les cartes blanches, quand j'y repense, ça me fait beaucoup rire parce que il fallait parler de sa localité. Et franchement, honnêtement, je pense que même pour la plupart des candidats, nous n'étions pas très familiers à nos villages d'origine. Et moi, par exemple, j'ai dû recourir à mon père. On a fait de longs échanges par téléphone où il m'a parlé de beaucoup de choses. J'avais également un cousin qui était très habitué au village. Alors, il m'a invité chez lui à midi. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Viens à midi ». Il a fait une bonne pâte. On s'est assis, on a bien mangé et après, on a passé pratiquement 1 heure de temps à parler du village. Et vous allez voir que pendant ma prestation au niveau des cartes blanches, à la fin, j'ai fini par une chanson. Moi, je ne la connaissais pas. C'est instantanément qu'il m'a appris cette chanson que j'ai enregistrée sur mon téléphone. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai fait que la chanter en boucle. Et finalement, ça a donné une très belle prestation ce jour-là. La phase de présentation des localités d'origine était pour moi une occasion de parler du Burkina Faso et de ma terre d'origine à une population togolaise. Alors, j'ai saisi cette chance pour vraiment raconter qu'au-delà des frontières togolaises, il y a quelque chose, il y a des patrimoines culturels, il y a d'autres cultures qu'ils peuvent découvrir. Ma localité d'origine est historique. On la connaît. Sur Google, vous pouvez avoir plusieurs informations. Rien que le mois dernier, la cour royale de Tiebélé a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ça n'a pas été difficile pour moi d'avoir des informations, vu que c'est une ville historique et que je connais bien ma localité d'origine. C'était plutôt facile. Pour dire vrai, je ne suis jamais allée à Bassar. On m'a dit que j'y étais allée quand j'étais enfant, mais je n'étais jamais allée. Mais je sais pertinemment que Bassar, lorsque quelqu'un entend Bassar, c'est la fête des ignames. Lorsque quelqu'un entend Bassar, c'est la danse du feu, le tbol. Donc je me suis dit, peu importe ce qui va arriver, je vais parler. Et là maintenant, je suis partie voir maman et elle m'a expliqué un peu le truc des jeunes filles vierges. Et bon, là, j'ai essayé de constituer le test. J'ai même presté devant mes parents pour qu'ils essayent de voir si c'est assez. Si ce que je dis est vraiment convaincant parce qu'il y a une coach qui était, comment je vais dire ça, qui était Bassar aussi. Donc, je me suis dit, si je mens, elle va m'attraper. Donc, voilà, c'est maman qui m'a vraiment aidé à écrire mon test. Donc, coucou à elle. À la fin des cartes blanches de la présentation des localités d'origine, un de mes amis m'a approché et il m'a dit « Ce serait bien si la coach Marthe te choisit parce que vous vous ressemblez, pas dans le physique, mais dans le caractère. C'est une coach qui pourra faire en sorte que tu te dépasses. » Et c'est ce qui s'est passé, bien évidemment. Avec elle, on a appris beaucoup de choses. J'ai appris à me dépasser, à contrôler ma voix et à faire du mieux que je peux. Je me rappelle, lors de nos entraînements, elle m'a dit ceci. Le haïmoulou que je suis en train de manger vaut mieux que ta prestation. Tu dois pouvoir me faire arrêter de manger mon haïmoulou. Et à force d'essayer, on a réussi à être là aujourd'hui et on espère que le champion des JDF sortira de l'équipe de la coach Marthe.
C'est un adage, je veux dire. Ne travaille pas avec la coach qui veut, mais qui peut. C'est-à-dire, la coach, elle nous a clairement dit, je ne suis pas là pour me faire des amis. Vous allez pleurer, je m'en fous. Un jour, on était en répétition, j'étais en train de presser. Et elle me dit, ta voix fait tip, 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 tip. Ta voix m'ennuie. Yeah, je vous dis, le jour-là, même quand j'y repense maintenant, j'ai les larmes aux yeux. J'avais même envie de quitter la compétition, hein, je vous jure. J'ai même dit ça à Moïse, que Moïse, je ne pense pas que je suis à la hauteur. Parce que la coach veut quelque chose et quand tu n'arrives pas à lui donner ça, c'est vraiment... Mais en vrai, elle m'a aidée, hein. Elle m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire, je me surpassais pour lui plaire. Avec les autres candidats, Cyriel par exemple, lui, je le connaissais. On s'était rencontrés lors d'une autre compétition et il m'avait laminé là-bas. Jusqu'à présent, je ne vais pas lui pardonner. Je peux dire aussi que Moïse, oui, Moïse, c'est en quelque sorte le grand frère, le papa de notre équipe. C'est lui, au fait, qui servait d'intermédiaire avec la coach parce que c'est lui qui arrivait à lui parler un peu, je ne sais pas. Déborah aussi, on se connaissait depuis, donc avec l'équipe, c'était vraiment très bien. Cette histoire de la Dream Team, ça nous a mis quelle pression, non, franchement. En fait, moi, je connaissais un peu la coach avant, même si on n'était pas super proche, je la connaissais. Et en arrivant au JVF, en fait, je me suis posé la question. Bon, et si jamais tu tombais dans l'équipe du coach Marthe? Parce que déjà, quand tu connais un coach avant d'arriver, tu sais que la coach peut-être te connaît sur un certain plan. Elle a déjà vu certaines de tes performances. Et du coup, on t'attend en plus. Donc, quand tu es avec une coach que tu connais vraiment, ça fout la pression. Et franchement, moi, là où j'ai eu le plus de pression, c'est quand il fallait choisir les candidats. Tous les coachs disaient non, que ce candidat, on le veut, on le veut. Et moi, je l'ai dit, en fait, ça m'a foutu une vraie pression. Et tomber dans l'équipe de Marthe Faré, c'était pas facile. Dès qu'on a commencé les entraînements, la personnalité, je pense que tout le monde connaît la coach Marthe. C'est une coach qui, vraiment, elle aime l'engagement, elle aime l'énergie, elle aime le pic et tout et tout. Mais moi, franchement, je lui ai dit au départ, dans ma nature, même si j'adore faire les réparties, c'est toujours des réparties assez techniques, assez doux, mais pas forcément pour peut-être faire violence à l'adversaire ou bien au contradicteur. Donc, dès le tout premier échange, c'est là où vraiment ça a été difficile de s'adapter. Parce que je me rappelle quand on est arrivé, sans parler de toutes les anecdotes qu'il y a eu avant qu'on arrive à arriver chez le coach Marthe, et dès le départ, tu prends en même temps la parole et dis non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Dis-moi ceci. Et puis, c'était chaud, franchement. C'était chaud. Mais moi, j'ai adoré parce que je me dis qu'à la fin, je devais avoir ce coach pour pouvoir sortir de ma zone de confort. Je n'aurais pas eu la coach Marthe comme coach. Peut-être mes prestations auraient été différentes. Donc, je pense que c'était vraiment la coach, moi, personnellement, qu'il me fallait pour cette aventure. C'est une question colle. Non, en fait, moi, je pourrais être dans l'équipe de tous les coachs. Mais la coach que j'appréhendais le plus, c'était la coach Marthe parce qu'elle me connaissait après. Les autres, j'allais les découvrir, ils allaient aussi me découvrir. Donc, personnellement, je ne trouvais aucune objection à être avec tous les autres coachs. La coach que j'appréhendais le plus, c'était la coach Marthe. Oui, maintenant, aujourd'hui, je les connais. Je pense qu'ils ont tous une approche assez différente. Et surtout, bon, c'est vrai, on est des candidats de cette équipe, la Dream Team, mais on côtoie ici également les autres candidats qui nous parlent un peu de leur coach. Donc, on sait un peu comment tous les coachs réagissent. Et honnêtement, non, je ne veux pas prendre de parti. Non, franchement, je ne veux pas prendre de parti, mais je pense que tous les autres coachs, j'aurais bien été dans leur équipe sans souci. Moi, personnellement, lors de ma première prestation, les coachs m'ont fait savoir que j'ai énormément d'énergie. Et donc, je voulais un coach capable de m'aider à canaliser cette énergie-là. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait qu'à la fin de ma prestation, le coach Cyril est venu me voir personnellement et m'a parlé dans une de nos langues locales du Burkina Faso. Ça m'a touché, vraiment. Et j'aurais aimé être dans son équipe. Mais je dois dire qu'avec la coach Marthe, j'ai réussi à me dépasser. Et si on me demande de retravailler avec elle, ce serait vraiment avec un grand plaisir. Parce que comme je le disais, je fais partie d'une association où à chacune de nos prestations, on s'évalue entre pairs
Et cette approche bienveillante que les coachs ont utilisée, je pense que ça nous a vraiment aidés. Moi, personnellement, j'aime quand je fais des prestations d'avoir des retours. Et j'aime surtout quand on ne me dise pas ce que j'ai bien fait. Et vous allez voir que tout au long de la compétition, les coachs étaient le plus souvent à dire, voilà, tu n'étais pas à ton potentiel maximum. Et je le savais. Donc, honnêtement, quand les coachs me le disaient, je l'épousais et ça m'obligeait aussi à penser à chaque fois, pour les prochaines prestations, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Donc, franchement, pour moi, les coachs ont été à la hauteur de cette compétition de JVF. Bien sûr, pour te rejoindre, ils ont été à la hauteur. Mais je dois dire que sur le coup, il y a des remarques. Lorsqu'on vous les fait, ces remarques-là vous choquent. Vraiment. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la remarque sur le coup, mais avec du recul, vous comprenez le message que le coach veut vous véhiculer et lorsque vous arrivez à mettre en application leurs conseils, eh bien, vous excellez. Bon, les remarques en général, c'était très bien. Mais il y a une remarque qui m'a un peu piquée et jusqu'à présent, ça me fait un peu mal. C'était lors des cartes blanches où on présentait nos localités. Déjà, le jour-là, j'étais un peu énervée parce que 32 candidats, c'est pas vraiment facile. Et j'étais la dernière candidate, donc j'étais pas vraiment. Et puis la coach était partie. La coach avait eu une urgence, donc elle est partie. Elle n'a pas pu assister à ma prestation alors que j'étais venue pour l'éblouir. Donc je suis arrivée, je ne souriais pas et tout. Le coach Cyril, il m'a dit qu'il prenait du plaisir à m'écouter sans me regarder. Jusqu'à présent, ça me fait mal. Jusqu'à présent, ça pique le cœur, mais je me dis que oui, ça va. Puisque la coach m'a fait la même remarque que je faisais trop de gestes en parlant. Donc, au fur et à mesure, j'ai essayé d'améliorer ça. Et bon, en vrai, il avait raison, mais si c'était un peu mieux dit, pas pour piquer, ça allait me faire plus plaisir. S'il tu permets. Bon, là, moi, je vais raconter une anecdote que peut-être les deux autres ne savent pas. Parce qu'à la base, nous sommes 4 dans l'équipe Mars. À notre toute première sortie à Vaughan, il s'est passé un truc, je vais dire un événement avec Déborah. Déborah qui était dans notre équipe. En fait, je l'ai embêtée. Disons les choses comme elles sont. Je l'ai embêtée à Vaughan parce qu'elle voulait qu'on l'accompagne pour acheter quelque chose dans une boutique. Et franchement, je l'ai chambrée. Mais même à un moment donné, quand elle s'énervait, moi, je prenais ça un peu comme si, bon, elle faisait un peu son genre. Donc, moi, j'y allais encore. Et à la fin, franchement, je pense que si il y avait quelqu'un à mettre sur la liste noire de Déborah, ça devait être moi. Et je ne sais pas si vous avez vu, quand on faisait les sélections après pour les équipes, lorsqu'il fallait choisir la dernière candidate pour notre équipe, et on a dit Déborah, j'ai fait comme ça. Déborah et moi dans la même équipe, franchement, ça va être chaud. Et au début, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai dit Déborah, bon, c'est l'occasion de faire. Elle a dit non, quelle paix. Mais la nature faisant bien les choses, je pense que même cette altercation à Vaughan devait se passer. Et maintenant, ça se passe très bien pour nous. Et avec les autres membres de l'équipe. Moi, souvent, je les taquine parce que les deux que vous voyez là, franchement, en termes de pic, parfois on est à l'entraînement, ils nous sortent des choses et disent, les gars, comment vous arrivez à sortir des trucs aussi malades, franchement? Et franchement, c'était une très belle ambiance de groupe, franchement. Les candidats des autres équipes, par exemple, je connaissais déjà Billy Koevi. Donc, vous allez voir que pratiquement Billy Koevi et moi, on est ensemble. Et j'ai appris également à découvrir tous les autres candidats. Teresa, qui tout le temps est là dans les pics. Et c'était bien. J'ai découvert pas mal de nouvelles têtes. Et je pense que c'est ça même l'essence des JVF qui nous donne la possibilité de rencontrer tout un tas de personnes. Bon, je peux dire qu'avec mon équipe, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. C'est une famille, en fait. C'est une famille. Maintenant, avec les autres candidats, au fait, ça va. Je peux dire que 90% des candidats, je les connaissais déjà. C'est-à-dire dans d'autres compétitions, que ce soit même ma cousine Teresa, Déborah, Rebecca, elles toutes, on se connaissait déjà lors d'autres compétitions. Donc, le fait de se retrouver tous ensemble au JVF, c'était vraiment... Et comme je connaissais leur potentiel, je me disais oui, voilà. Je suis au JVF grâce à l'invitation de Amégan Déborah que j'ai rencontrée lors de ma première année ici à Lomé. Donc, c'est déjà une amie depuis bien longtemps. Donc, j'ai déjà eu à travailler avec elle. Donc, travailler avec elle encore
l'équipe, ce n'était pas compliqué pour moi. Ornella, on s'est rencontrés lors d'une compétition. On était dans des équipes différentes et ce jour-là, quand même, C'était chaud. Donc, elle, je la connaissais déjà. C'est Moïse que je ne connaissais pas, mais il a su être pour moi un grand frère, un grand ami. Donc, je lui dis merci pour ça. Énormément. Par rapport aux autres candidats, les candidats des autres équipes, il y a certains que je connaissais à travers d'autres compétitions, comme Hubert, qui me doit une revanche, et d'autres candidats que j'ai eu à découvrir également. De ceux qui ont quitté la compétition un peu plus tôt jusqu'à ceux qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment des candidats exceptionnels. Chacun a son potentiel, son talent qu'il met en œuvre pour aller de l'avant dans le domaine de l'art oratoire. Je les apprécie énormément. En tout cas, honnêtement, je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre remporte la compétition à part moi. Mais on va être objectif. Parce que les 9 finalistes, franchement, sont de haut calibre. Et pour moi, la compétition reste ouverte en finale. Ce jour-là, vous faites une prestation de ouf. Vous avez la chance de gagner. Et honnêtement, je suis prêt à reconnaître que quelqu'un a fait mieux que moi à la finale. Franchement. Je suis en train de voir. La question est... je crois que je vous l'ai déjà dit, nous avons là des candidats exceptionnels, des candidats avec du talent, du potentiel et énormément l'envie de gagner cette compétition. À part moi, je dirais que chacun d'entre eux a la possibilité de gagner cette compétition. Mais si je devais miser sur une personne, je vous l'ai dit, c'est forcément quelqu'un de la team Marthe qui doit remporter la compétition. Je miserai sur mes 2 coéquipiers. Si c'est redouter des candidats, je dirais, comme je le disais, je connais tous les candidats et ils sont très forts. Mais si je redoute des candidats, en vrai, de vrai, il y a Moïse, il y a Cyril et il y a Elvis. Elvis, au fait, c'est celui que tout le monde veut. Moïse et Elvis, c'était ce que tous les coachs voulaient. Elvis vient, il te parle. Toi-même, tu te dis oui. Qu'est-ce que je fais ici? Elvis, si tu vois ce message, sache que je vais te montrer. C'est pas seulement sur TikTok que tu vas prendre les pics, mais on va se voir le jour de la finale. On se verra. La question, elle est dure, mais on va la tourner autrement. Est-ce qu'on s'attendait, on va pas dire ça, mais est-ce qu'on voulait être choisi pour la finale? Là, oui. Mais c'est le joute verbal, en fait. Donc, moi, je pense que ça tendait... non, en fait, honnêtement, pour être honnête, je m'y attendais. Mais je ne veux pas insister sur ça parce que ça ferait trop présomptueux. Je ne suis pas quelqu'un de présomptueux. Mais je voulais être en finale et je suis content d'avoir été sélectionné pour la finale. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas. Surtout lors du dernier débat. C'est un débat qui a été vraiment difficile pour moi. Avec les activités que je fais en parallèle, j'ai eu, disons, à faire 3 nuits blanches. C'était compliqué pour moi de venir prester ce jour-là. Si vous avez suivi le débat, vous l'avez remarqué. Donc, avec le choc des titans qu'il y a eu avant notre débat, vraiment, les candidats se sont dépassés. Et la nouvelle règle qui signifiait que le coach pouvait piocher dans d'autres équipes, vraiment, je ne m'attendais pas à être sélectionné, mais la coach a eu confiance en moi et je vais donner le meilleur de moi-même pour ne pas que cette confiance soit gâchée. Pour dire vrai, non. Parce que le jour de ce débat-là, la coach nous avait rassemblés, nous tous, et elle nous a dit ce soir, c'est le débat de la mort. Celui qui sait qu'il s'est loupé, il ne faut même pas qu'il me regarde un peu, c'est-à-dire il est éliminé en même temps, je l'élimine en même temps. Donc je me disais oui, c'est fini. C'est-à-dire avec Cyrielle et Moïse, je me disais oui, c'est les 2 et puis c'est fini. Mais bon, voilà, je suis en finale.
Au fait, je leur ai dit ça. J'ai dit ça à tout le monde. Je suis nulle en improvisation. Bon, j'étais nulle en improvisation. Et aussi, on était en examen. Donc, j'ai quitté les examens pour venir faire l'improvisation. Je suis arrivée, j'étais un peu stressée aussi. On devait représenter les députés. Je suis arrivée, j'ai perdu mon test. Je ne savais plus, j'étais dans le bleu. J'avais prévu saluer Ambassa et j'ai remercié Ambassa. Donc, je me suis complètement mélangée. Là, maintenant, j'ai demandé à recommencer avec l'encouragement des coachs et tout ça là. Je pense que vers la fin, je me suis un peu ressaisie, mais franchement, le jour-là, quand je suis rentrée, j'ai un peu pleuré. Un moment plus heureux. Hein? C'est les cartes blanches. Hein? C'est les cartes. C'est vrai que j'étais un peu énervée, mais lorsque je prestais, oui, je me disais oui, c'est ça. La vidéo des cartes blanches, aujourd'hui, je m'en sers pour faire ma publicité, au fait. Quand je montre ça à des gens, ils disent « Waouh, Bassar ». C'est vrai qu'on entendait Bassar, la danse du feu, Bassar, la fête des Igam. Mais ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait, au fait. Donc, comme j'ai pu expliquer en histoire, bien sûr, ils avaient été vraiment... Ma mère s'appelle Noufo, au fait. Le fait que j'ai utilisé son nom pour faire comment je vais dire ça, mon test. La coach aussi s'appelle Noufo. Donc, le fait que j'ai utilisé leur nom, ça me procure vraiment un plaisir. Jusqu'à présent, la vidéo, je l'utilise. En fait, pour moi, ça a été le premier débat, le tout premier débat. Parce que certains n'ont peut-être pas remarqué. La coach l'a certainement remarqué parce qu'elle connaissait le texte. Quand je suis arrivé, tout de suite, j'étais rentré dans les pics. Mais il y a eu un problème de micro qu'on a dû réajuster. Et juste après, je vous assure, j'ai perdu mon texte. Donc, j'ai dû aller reprendre au milieu quelque part. Et après, par certaines gymnastiques, je suis revenu. Mais honnêtement, moi-même, quand j'ai revu la vidéo, après, je me dis, en tout cas, heureusement que ça ne s'est pas trop fait ressentir. Mais franchement, ça a été le moment le plus difficile pour moi quand même. Moment le plus heureux, même là encore, parce que moi-même, franchement, pour me noter, je me dirais que j'ai été en sous-performance. Mais le moment le plus heureux, c'était les cartes blanches. Pourquoi? Parce que beaucoup m'ont vu, beaucoup danser au début. En fait, honnêtement, je voulais danser parce que je me disais qu'on ne peut pas présenter sa localité sans vraiment faire ressortir ce qu'il y avait de sa localité. Mais la façon dont ça s'est passé au tout début, franchement, je ne l'avais pas calculé. Mais à la fin, ça m'a donné une telle énergie. Vous avez vu, j'ai dit que je me sentais essoufflé. En fait, ça, je n'avais même pas prévu ça. Mais c'est des trucs qui arrivent en direct quand tu es vraiment dans ton élément. Et franchement, je dirais que c'est peut-être le moment le plus heureux pour moi parce que je présentais ma localité Comé. Et à la fin, je suis sûr, parce que j'ai eu beaucoup de retours de mes parents, ceux qui ont eu à voir cette vidéo, ils étaient contents, ils étaient fiers que j'ai pu vraiment représenter aussi valablement dans cet accoutrement ma localité d'origine qui est Comé. Donc, ce sera forcément mon coup de cœur en termes de prestations pour les JVF. Je ne dirais pas que c'était un moment pathétique, mais je dirais que c'était un moment assez qui ne reflétait pas vraiment mon potentiel. J'ai eu deux moments assez difficiles. Le premier, vous l'avez vu au niveau du débat, mais celui que j'aimerais mettre en avant, c'est lors des éliminatoires à Vaughan. Je vous l'ai dit, je n'ai pas pris la compétition très au sérieux dès le début. Donc, la prestation que j'ai faite lors des éliminatoires n'était pas vraiment une prestation qui me ressemblait. Fort heureusement, on voulait un certain nombre de personnes, donc j'ai pu passer entre les mailles du filet. Maintenant, mon moment le plus heureux, je dirais que c'est les cartes blanches, tout comme Moïse. Vous savez, avoir la possibilité de parler de sa localité d'origine dans un pays qui n'est pas le vôtre, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. J'ai réussi à captiver les natifs du Togo. J'ai réussi à leur parler, à leur donner l'envie de venir chez moi. Et vraiment, c'était mon moment le plus heureux. Oh, je me sens très bien. Au début, quand on m'avait choisi en même temps pour la finale, c'est-à-dire lorsqu'on m'a dit que j'allais en finale, j'ai dit à Moïse, s'il te plaît, il faut aller leur dire que je ne vais plus le faire. C'est trop de stress. Préparer le test, venir réciter, la chanson même des JVF qui fait « Tu entends ça, même ton cœur fait... » Mais bon, grâce à eux deux, ils m'ont un peu dit que oui, je suis en finale. C'est pas par hasard
Donc, le fait que si moi-même je m'y donne, ça peut aller. Et en finale, franchement, je m'attends à donner du lourd. Et je vais me préparer pour ça. Je sais que les autres candidats se préparent pour donner du lourd. Alors, soyez sûrs, la finale, ce sera du lourd. Je redoute tous les candidats. Parce que tous les candidats, à leur maximum, ils peuvent remporter. Oui. Donc, il n'y aura pas de place pour faire dans la demi-mesure. Franchement. Pour la finale, soit ça passe, soit ça casse. Il vous l'a clairement dit. Les candidats sont exceptionnels. Chacun a la possibilité de donner quelque chose. Donc, moi, personnellement, je vais donner tout ce que j'ai. Tout ce que je peux mettre dans le panier, je le mettrai pour pouvoir produire une prestation à l'image de la coach Marthe. Mais je pense les personnes que nous avons les plus à plaindre, c'est le jury. Oui. Honnêtement, ils vont avoir du mal. Franchement, ils vont avoir du mal. Un candidat que je redouterais, je vous ai dit, j'ai une revanche à prendre avec Hubert. Donc, lui et moi, on se connaît. J'ai une revanche à prendre avec lui et c'est vraiment un candidat dont il faut se souvenir. Ouais, je suis d'accord. Je suis une fille du feu, donc vous allez voir le feu. Ce sera du feu. Un dernier mot, c'est l'occasion de vous dire que cette finale de la 9e édition des JVF ne sera pas la même que toutes les autres. Donc sortez massivement, sortez soutenir l'éloquence au Togo. Franchement, ne vous faites pas compter cet événement. Ça sera waouh. Un dernier mot, ce sera merci. Vous savez, les JVF, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Alors, venez vivre cette finale avec nous et pour nous. Un dernier mot, c'est plus à ceux qui nous suivent et qui hésitent à venir parce qu'ils se disent que oui, je ne suis pas assez élevé vu le niveau des autres candidats. Chaque candidat peut être meilleur lorsqu'il se donne vraiment. Et si vous venez, je pense qu'avec l'aide des coachs, vous allez faire ressortir votre propre potentiel. Déjà, venez nous suivre à la finale et vous-même, vous verrez que ce serait du feu. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Et voici qu'on vous laisse sur votre faim parce que oui, ce sera juste une partie des candidats finalistes pour ce numéro-là. L'autre partie sera donc dans le prochain. Merci à vous de prendre le rendez-vous et surtout ne manquez pas de voter pour votre candidat favori, histoire de le porter davantage au plus près du titre du grand orateur du Togo pour cette saison 3 télévisée des joutes verbales francophones. Un grand merci à tous les partenaires qui accompagnent donc cette saison. Merci à vous pour la confiance et merci de porter le talent oratoire togolais aussi haut que celui-ci. Ce sera donc tout. On se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde.